Tout l'avenir de l'intelligence artificielle repose aujourd'hui sur une seule machine. Une machine qui représente l'apogée de la technologie de l'humanité. Un chef-d'œuvre de science-fiction. Cette machine, c'est un véritable monstre de 180 tonnes qui tire des lasers sur des gouttelettes d'étain fondu 50 000 fois par seconde, juste pour pouvoir produire un flash de lumière invisible. Sans cette lumière, les puces les plus avancées de la planète n'existeraient tout simplement pas. Aucune. Pendant des années, cette technologie, la lithographie EUV, a été le sommet absolu de l'ingénierie des semi-conducteurs. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, elle commence à se heurter aux limites de la physique elle-même. Alors, pour franchir ce mur, plusieurs pays sont en train de construire quelque chose de complètement différent. Des accélérateurs de particules, comme celui du CERN, mais conçus pour fabriquer des puces. Les transistors continuent de rétrécir, mais les machines qu'il faut pour les graver, elles deviennent gigantesques. Messieurs, dames, la fameuse industrie des puces informatiques, donc la même qui fait tenir tout notre monde civilisé aujourd'hui, est en train de connaître son plus gros bouleversement depuis des décennies. Alors nous allons voir ça aujourd'hui. Vous savez, la plupart des gens pensent que la course à l'IA, c'est une histoire de GPU, donc de puissance de calcul. Nvidia contre AMD, cartes graphiques, data center, etc. En réalité, la vraie bataille est beaucoup plus fondamentale que ça. C'est une bataille sur la lumière, en quelque sorte. Vous savez, pour fabriquer un processeur moderne, il faut graver des structures de quelques nanomètres sur une feuille de silicium pur, qu'on appelle les galettes ou les wafers en anglais. Cette gravure, on arrive à la faire avec un faisceau lumineux. Mais c'est pas n'importe quel faisceau, c'est un faisceau lumineux d'une précision qui dépasse tout ce que l'on associe normalement au mot lumière. Le principe, c'est le suivant. On projette cette lumière à travers un masque qui contient le design de la puce, une espèce de moule, et elle vient modifier chimiquement la surface de la galette. Le motif se transfère. Fondamentalement, c'est de la photographie, vraiment. Sauf que les détails qu'on imprime ici, qu'on photographie, sont plus petits qu'un virus. Et ce processus industriel de graver des puces, on l'appelle la lithographie. Mais le problème fondamental de la lithographie aujourd'hui, c'est la fameuse longueur d'onde de la lumière qu'on va utiliser. Pour faire simple, que tout le monde comprenne, la lumière, ce n'est pas un trait infiniment fin, c'est pas infiniment petit. C'est une onde avec une certaine épaisseur et un certain grain. Plus la longueur d'onde de la lumière qu'on va utiliser est courte, et plus le trait qu'on peut tracer sur une feuille de silicium est fin. Plus elle est longue, plus le trait est grossier. C'est une limite physique et non pas un problème d'ingénierie. Pendant des décennies, l'industrie a utilisé la lithographie ultraviolet profonde, donc le DUV ou DUV, donc avec une lumière à 193 nanomètres de longueur d'onde. Sauf qu'on essayait de graver des motifs de 7 nanomètres avec ça. C'est comme essayer d'écrire une lettre minuscule avec un marqueur énorme. Ici, le marqueur est 25 fois plus épais que ce qu'on veut dessiner. En théorie, ça ne devrait pas marcher du tout. Ça marchait quand même, mais au prix d'une gymnastique de plus en plus folle. Au lieu de tout graver en une seule fois, on découpait le motif en plusieurs morceaux plus simples. On gravait la première partie, puis on repassait pour graver la deuxième, puis la troisième, en alignant chaque couche au nanomètre près à chaque passage. Le multi-patterning, c'est comme cela qu'on appelle cette technique, c'était l'astuce géniale qui a permis de repousser les limites pendant des années et des années. Jusqu'au moment où le nombre de passages nécessaires est devenu si élevé que le remède coûtait presque aussi cher que le mal. Enfin, pas tout à fait, mais en erreur d'alignement, en temps de production, en galettes détruites à plusieurs millions de dollars pièce, on n'en était vraiment plus très loin. Alors, ASML, le fabricant néerlandais qui détient le monopole absolu sur ces machines, a fait un pari technologique colossal. Passer à la lumière EUV, qui veut dire extrême ultraviolet. C'est une lumière à 13,5 nanomètres de longueur d'onde, un saut d'un facteur 14 par rapport au DUV qu'on utilisait. Le truc, c'est que le processus pour générer cette lumière-là est, sans exagération, l'un des plus violents que l'industrie n'ait jamais conçu. À l'intérieur de la machine, des gouttelettes d'étain fondu sont projetées dans une chambre à vide. Un premier laser vient les aplatir pour le préparer. Puis un deuxième laser CO2 massif va les pulvériser.
L'étain se transforme en plasma, qui est plus chaud que la surface du Soleil, et qui va émettre pendant une fraction de seconde la fameuse lumière EUV, nécessaire pour graver les transistors. Tout ça se répète 50 000 fois par seconde. C'est d'une brutalité fascinante. Mais le plus frappant, c'est l'inefficacité du processus. Écoutez bien, après toute cette complexité, moins de 1% de l'énergie consommée atteint réellement le silicium. Spectaculaire, n'est-ce pas ? Sauf que c'est la seule méthode qui fonctionne aujourd'hui à l'échelle industrielle. Alors, quand vous êtes le seul au monde à pouvoir faire quelque chose que tout le monde considère comme pas possible physiquement, impossible, l'efficacité devient presque un détail. D'autant qu'ASML ne se repose pas du tout. En février 2026, ils ont annoncé avoir poussé la puissance de leur source lumineuse de 600 à 1000 watts, qui est un bond de 67%. Leur ingénieur en chef a même déclaré voir un chemin assez clair vers les 1500 watts, sans obstacle fondamental pour aller jusqu'à 2000 watts. L'objectif, c'est de traiter 330 galettes par heure d'ici 2030, contre 220 aujourd'hui. Pour vous donner une idée de la confiance que le marché place dans cette technologie, sachez qu'en mars 2026, SK Hynix a passé une commande de près de 8 milliards de dollars pour environ 30 machines EUV. La plus grosse commande jamais rendue publique dans l'histoire d'ASML. On n'est clairement pas dans une industrie qui hésite là, vous le voyez. On est dans une industrie qui achète aussi vite qu'elle peut. Parce que la demande en puce IA, elle est devenue incontrôlable. Tout le monde en veut, il n'y en a pas assez. Ayant dit cela, bien sûr, il y a tout de même un mur que même 2000 watts ne suffiront pas à franchir. En dessous de 3 nanomètres, on entre dans le territoire de ce qu'on appelle le bruit de grenaille, donc le shot noise en anglais. Quand des structures deviennent si petites, il n'y a tout simplement plus assez de photons qui frappent chaque point de la galette de manière uniforme. La physique devient statistique, aléatoire en quelque sorte. Certains photons arrivent, d'autres non, sans qu'on puisse rien y faire. À 2 ou 3 nanomètres, chaque photon manquant crée un défaut potentiel. On ne combat plus un simple problème d'ingénierie à ce niveau-là, à ce stade. Mais en fait, on combat les probabilités elles-mêmes. Et ça, c'est un adversaire assez désagréable. C'est donc dans ce contexte qu'une idée a commencé à circuler sérieusement dans l'industrie. Au lieu d'exploser l'étain avec des lasers géants, gigantesques, pourquoi ne pas utiliser des électrons accélérés à des vitesses proches de celles de la lumière pour justement directement produire la lumière EUV ? Car en fait, au final, le problème fondamental de toute cette industrie reste en réalité extrêmement simple à formaliser, à savoir qu'il faut produire de la lumière ultraviolette extrême. La façon de le faire, peu importe tant que ça marche. Donc ici, dans cette nouvelle méthode appliquée aux semi-conducteurs, le principe s'appelle le laser à électrons libres, le FEL. On envoie un faisceau d'électrons à travers une longue structure magnétique dont les aimants forcent les électrons à zigzaguer. Quand des particules chargées changent de direction à cette vitesse, elles émettent de la lumière. Au début, le signal est faible, mais au fil de leur parcours, de leur passage, les électrons commencent à se synchroniser en paquets, ce qui rend l'émission lumineuse soudainement beaucoup plus puissante, beaucoup plus cohérente. En ajustant les paramètres du faisceau, on peut cibler exactement la longueur d'onde dont on a besoin. Ce qui est fascinant, vous le savez sans doute, mais c'est que cette technologie existe depuis des années, c'est pas nouveau le FEL. Le European XFL en Allemagne, c'est un laser à électrons libres de plus de 3 km de long, enfoui sous la ville de Hambourg. Il sert justement à étudier des protéines, des réactions chimiques, ainsi que la matière à des échelles de temps inimaginables. Personne ne l'a construit pour graver des puces, mais les ingénieurs du monde des semi-conducteurs ont commencé à le regarder avec un intérêt très particulier. Parce que un FEL a 2 avantages fondamentaux comparés au plasma d'étain qu'on utilise aujourd'hui. Le premier, c'est sa puissance brute. Un seul FEL pourrait potentiellement alimenter 10, 15, voire 20 scanners à lithographie en même temps. Nous aurions un accélérateur de particules unique qui ferait tourner toutes les usines à puces d'un coup. Le deuxième avantage, c'est sa flexibilité. Les sources UV actuelles sont verrouillées sur une seule longueur d'onde, donc 13,5 nanomètres. Point. On ne peut pas en changer. Un FEL, lui, est accordable. On peut ajuster la longueur d'onde, comme je vous disais, en modifiant les paramètres du faisceau ou la structure magnétique. Descendre vers 6 nanomètres, par exemple. Certaines installations atteignent déjà moins d'1 nanomètre dans le domaine des rayons X. Ce qui signifie que, en principe, les FEL pourraient graver des transistors plus petits que tout ce que les systèmes EUV actuels peuvent espérer atteindre, même avec toutes les astuces du monde. En principe, parce que entre un principe physique validé en laboratoire et une usine qui tourne 24 heures sur 24 sans faillir, il y a un gouffre.
Un gouffre que plusieurs pays sont en train d'essayer de franchir, chacun à sa manière. Les États-Unis, qui mènent la charge, avec deux approches en parallèle. La première, c'est X-Lite, une start-up fondée par des physiciens issus du SLAC, donc l'accélérateur linéaire de Stanford, l'un des laboratoires de physique de particules les plus avancés au monde. Leur stratégie à eux est assez pragmatique. Prendre des dizaines de recherches en physique d'accélérateur, retirer le maximum de complexité liée au contexte scientifique et ne garder que ce qui est nécessaire pour la lithographie uniquement, puis transformer le tout en un équipement industriel déployable dans une usine. Oui, X-Lite ne veut pas reconstruire l'usine, ils veulent juste remplacer la source lumineuse tout en gardant les scanners ASML, les miroirs que reçoit ASML, l'infrastructure existante, etc. L'ancien PDG d'Intel, Pat Gelsinger, a rejoint leur conseil d'administration. Le gouvernement américain a même signé un accord de 150 millions de dollars via le CHIPS Act et leur installation à New York devrait être terminée d'ici ce mois-ci, donc en juin 2026. Vous le voyez, on y est déjà. Mais la seconde approche américaine, elle est complètement différente. Substrate, c'est une start-up qui a levé 100 millions de dollars pour une valorisation d'1 milliard. Contrairement à X-Lite, Substrate ne veut pas s'intégrer dans l'écosystème ASML. Eux, ils veulent le contourner entièrement. Donc, c'est-à-dire, dit très simplement, ils veulent construire leurs propres machines, leurs propres usines, proposer leurs propres services de fonderie, etc. Leur technologie n'utilise même pas l'EUV. Elle utilise les rayons X. Et leur promesse, c'est même de diviser par 10 le coût de la galette avant la fin de la décennie. Donc, on a deux startups américaines, deux philosophies totalement opposées. Mais le pari fondamental, c'est que l'avenir de la lithographie passe par des accélérateurs de particules. Le Japon, lui, regarde le même problème sous un autre angle. Ce qui préoccupe les Japonais, ce n'est pas la taille de l'accélérateur, c'est sa consommation d'énergie. Au laboratoire KEK, les chercheurs travaillent sur ce qu'on appelle un LINAC, à récupération d'énergie. Le concept, c'est que quand les électrons ont généré leur lumière, au lieu de les évacuer comme un déchet, on les renvoie dans l'accélérateur. En décélérant, ils restituent une grande partie de leur énergie au système, qui s'en sert pour accélérer le lot suivant. C'est du freinage régénératif pour particules subatomiques. Si ça fonctionne à l'échelle industrielle, les chercheurs du KEK estiment que cette architecture pourrait produire jusqu'à 10 kW de puissance EUV. La Chine, elle a pris le chemin le plus radical. Et pour cause, elle n'a pas le choix, tout simplement. Vous savez, les restrictions à l'export lui interdisent tout simplement d'acheter les machines EUV d'ASML. Ils sont bloqués. Alors, plutôt que d'essayer de reproduire ce qu'elles ne peuvent pas obtenir, elles tentent de sauter une génération entière. Le projet SSMB, mené par des chercheurs liés à l'université de Tsinghua, utilise un anneau de stockage circulaire d'environ 150 mètres de diamètre, dans lequel des électrons circulent comme dans un accélérateur de particules, en continu à des vitesses proches de la lumière. La construction d'une installation dédiée a même commencé début 2025. La Chine veut donc construire toute l'usine autour de l'accélérateur. C'est une vision radicalement différente de l'approche américaine ou japonaise. Donc, 3 pays, 3 stratégies qui ne se ressemblent pas du tout. L'Amérique qui veut rendre l'accélérateur assez compact pour l'intégrer aux usines déjà existantes, donc toujours utiliser des machines d'ASML. Le Japon qui veut le rendre assez économe en énergie pour que les coûts ne deviennent pas délirants. Et la Chine qui veut le construire assez grand pour ne plus dépendre de personne. Pendant ce temps, ASML continue de dominer. Pas parce que la technologie est la plus belle sur le papier ou la plus élégante physiquement, même si c'est vrai, mais parce qu'elle tourne tous les jours dans de vraies usines non-stop. Fin mai 2026, le PDG d'ASML a annoncé que les premiers produits fabriqués avec les machines High-NA EUV, la dernière machine d'ASML, arriveraient dans les mois à venir. Ces machines, facturées 380 millions de dollars pièce, impriment des structures jusqu'à 66% plus petites que la génération précédente. ASML prépare déjà la suite d'ailleurs avec le Hyper-NA, donc avec une résolution promise sous les 5 nanomètres, et un coût estimé au-delà de 700 millions de dollars par machine. Assez cher donc. La feuille de route existe, elle est crédible, elle est même financée. Sauf que même ASML rencontre de la résistance. TSMC, le plus grand fabricant de puces au monde, a annoncé que ses prochains processus à 1,4 et 1,2 nanomètres n'utiliseront pas la machine High-NA EUV d'ASML. Souvenez-vous, vous l'avez peut-être vu, c'est la dernière vidéo qu'on a fait sur ce sujet sur la chaîne, donc sur la lithographie. Et suite à cette annonce de TSMC, toute l'industrie a tremblé. Et ce fut un véritable choc. TSMC annonce que c'est trop cher. Leur R&D a trouvé des moyens de repousser les limites des machines actuelles, sans passer à la génération suivante. Le problème fondamental, c'est que l'industrie des semi-conducteurs ne récompense pas la solution la plus élégante. Elle récompense la machine qui tourne sans faillir à 3h du matin, sans geler une ligne entière de production qui a coûté 1 milliard de dollars à construire un soir,
Vous voyez le principe. L'histoire de la tech est pleine d'exemples où une technologie objectivement supérieure est arrivée trop tard pour compter. Le timing dans cette industrie, c'est tout. L'infrastructure IA mondiale se construit maintenant, et non pas dans 10 ans, vous le voyez avec tous les projets, tous les investissements qui passent à droite à gauche, en France, aux États-Unis, en Chine, partout. Alors, TSMC est déjà en train de bâtir en Arizona. Intel, vous le voyez, investit aussi des milliards au Texas. Les usines ont besoin de capacités de production aujourd'hui, maintenant, immédiatement. Pas quand les accélérateurs de particules seront prêts. Ce qui crée un paradoxe assez remarquable quand on prend du recul. Les puces deviennent de plus en plus petites, mais les machines nécessaires pour les fabriquer, elles deviennent de plus en plus gigantesques. On est passé d'un simple laser UV à un système qui explose de l'étain fondu 50 000 fois par seconde dans une chambre à vide, à bientôt tout un accélérateur de particules creusé sous des villes. La prochaine étape pourrait être des accélérateurs linéaires de plusieurs centaines de mètres, donc refroidis à des températures proches du zéro absolu, avec des systèmes supraconducteurs, des tunnels à vide, etc. Tout ça c'est des termes techniques, mais en fait une infrastructure qui ressemble davantage au CERN qu'à une salle blanche, qui est le cas aujourd'hui dans les usines de TSMC. C'est une direction assez inattendue pour cette industrie, qui est littéralement obsédée par la miniaturisation, n'est-ce pas ? Puisque pour graver les plus petits transistors de l'histoire de l'humanité, il faudra construire les plus grandes usines de l'histoire de l'humanité. C'est peut-être la leçon la plus importante de tout ce qu'on vient de voir ensemble. Celui qui contrôle la lumière contrôle la fabrication de puces. Celui qui contrôle la fabrication des puces contrôle l'avenir de l'IA. C'est une question de physique fondamentale, d'infrastructure industrielle, de géopolitique même. L'IA n'est pas un logiciel qui flotte quelque part dans le cloud. Elle est gravée dans du silicium par un flash de lumière invisible, dans des machines que 3 pays se disputent le droit de construire. Si vous faites partie de ceux qui veulent comprendre ces transformations en profondeur, apprendre concrètement à utiliser l'IA dans votre carrière, dans votre business, dans votre vie personnelle, ne pas rester sur le quai pendant que le train accélère, alors j'ai justement quelque chose pour vous. J'aimerais vous dire que depuis quelques mois déjà, j'ai construit un programme d'apprentissage unique. Je vous apprends l'IA sous tous ses aspects. C'est un parcours que j'ai créé et pensé pour vous transmettre tout ce que je sais. Alors non seulement sur les modèles d'IA comme ChatGPT, Gemini de Google, Grok de Elon Musk, Claude, etc. Je vous montre en fait et surtout la manière de les intégrer concrètement dans votre vie, dans votre travail, dans vos projets. Et ce que vous soyez salarié, indépendant, entrepreneur ou même à la retraite. Car oui, nous avons beaucoup de retraités dans la communauté et ils utilisent l'IA au quotidien. J'ai récemment sorti la plus grosse mise à jour à ce jour de la formation. Ça fait un petit moment que j'en parlais, mais ça y est, elle est là, elle est en ligne. C'est un module entièrement dédié à l'automatisation par IA, donc en utilisant N8N. Autrement dit, la création d'agents IA, donc des espèces de salariés virtuels qui vont travailler pour vous et tout faire pour vous. En somme, vous faire gagner des heures et des heures et des heures. Vous êtes déjà plus de 6 à 7 000 à avoir rejoint ce programme, donc merci pour tout ce soutien. Et enfin, sachez qu'il n'y a pas besoin d'être développeur, pas besoin d'avoir un profil technique. Je vous prends par la main et pas à pas, avec des leçons vidéo claires, des cas concrets pratiques, on voit tout ce qui touche à l'IA. Dernier point, mais pas des moindres bien sûr, si vous nous rejoignez aujourd'hui, vous aurez accès à toutes les évolutions du futur. Sans surcoût, accès illimité à vie à tout ce que je veux vous apprendre. Donc aujourd'hui, c'est un paiement unique, ce n'est pas un paiement mensuel, c'est juste un paiement unique et vous aurez accès à vie à toutes les mises à jour que je vais faire en permanence et que je fais en ce moment même d'ailleurs. Donc si cela vous intéresse, vous avez les liens en dessous de la vidéo, donc soit en description, soit en commentaire épinglé pour nous rejoindre. Dans tous les cas, moi je serai très heureux de vous accueillir dans le programme Vision IA. Si vous êtes encore là, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. À bientôt.